Bonjour, je remercie beaucoup le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et le LABA pour votre invitation à découvrir vos travaux et partager quelques réflexions de la part des associations que je représente. D'abord pour me présenter, depuis un peu plus de 25 ans, et en raison d'un manque d'accueil total et au contraire un traitement dégradant, traumatisant et indélébile lors de 3 hospitalisations sans mon consentement en psychiatrie, je me suis engagée dans le mouvement des usagers et survivants de la psychiatrie avec l'espoir que plus personne ne souffre de ce type de traitement en guise de soins. Historiquement, dans mon parcours, plusieurs services de l'hôpital Sainte-Anne et surtout une psychiatre, la docteure Dominique Attard-Lévy, aujourd'hui disparue, du service des professeurs Loé et Ollier, qui collaborait activement à faire émerger la voix des usagers et leurs associations dans les années 90, m'ont aidé à me réconcilier avec la psychiatrie, ou en tout cas mettre mon énergie dans une collaboration commune pour améliorer les choses. Je tenais à saluer sa mémoire dans ce lieu et son impact important encore parmi les usagers qui ont eu la chance de la connaître en tant que patiente ou comme moi, en tant que membre de notre association. Ceci tout en reconnaissant les pratiques à abolir de notre âge et ce qu'on entendait se passer au 5e étage, ici. Je suis ravie de voir que malgré les difficultés, le regroupement et la transformation entraînés par ce GHU Paris permettent au laboratoire de recherche en santé mentale et en sciences humaines et sociales, et maintenant le LABA, à continuer à rechercher des solutions dans l'intérêt de notre humanité commune. Je voulais rapidement vous présenter d'abord l'association Advocacy France. Je suis actuellement membre du conseil d'administration chargé des affaires internationales. C'est une association qui a 27 ans aujourd'hui et qui représente les usagers en santé mentale, médico-sociale et sociale. Et nous sommes agréés pour représenter les usagers du système de santé. Comme vous le savez peut-être, c'est un mot un peu intraduisible, advocacy, qui peut être plaidoyer, être une porte-parole. C'est une pratique de médiation sociale qui introduit un tiers et qui amplifie la demande du patient ou de l'usager sans parler à sa place. Advocacy aujourd'hui compte 10 espaces conviviaux citoyens en région. Je vous invite à nous contacter à tout instant avec plaisir. Nous avons de plus en plus d'activités de représentation. C'est extrêmement lourd d'ailleurs. Et ici, c'est une occasion, je trouve, très bien organisée en ce qui me concerne par rapport à cette représentation. Et puis notre devise, c'est quand des personnes peu habituées à parler seront entendues par des personnes peu habituées à écouter, alors de grandes choses pourront arriver. Je pense que vous, chez là-bas, vous avez compris cela. Ensuite, je me suis engagée au niveau européen avec le réseau européen des usagers, ex-usagers et survivants de la psychiatrie. C'est une ONG européenne exclusivement et la seule composée uniquement de personnes avec une expérience vécue. Et pour moi, ça a été une découverte d'être entre nous. C'est important de collaborer, mais l'occasion d'être entre nous et de pouvoir discuter, se comprendre, était vraiment une révélation pour moi. Nous travaillons beaucoup au niveau européen, comme vous le voyez, avec les différentes instances, avec l'ONU également, et c'est vraiment un élan formidable, je trouve, pour essayer de changer la politique au plus haut niveau, et nous avons réussi d'ailleurs à changer les politiques, et nous continuons notamment à nous battre contre le projet de protocole de la Convention Oviedo, un projet du Conseil de l'Europe. Ensuite, Santé mentale Europe, qui est une ONG européenne
très, très intéressante, mais hybride donc, où on essaie de collaborer ensemble avec les différentes associations, avec des intérêts, des expériences, des expertises et des responsabilités différents et des personnes qui se sont engagées dans un partenariat égalitaire. Et c'est vraiment un aspect important, cette idée de humanité commune et partenariat égalitaire. L'idée de travailler ensemble pour créer une Europe où les personnes ayant des problèmes de santé mentale ont des chances égales et sont acteurs de leur propre destin est quelque chose qui nous motive vraiment beaucoup. Advocacy France est membre actif depuis la première heure et on était aussi confié des mandats multiples au sein du conseil d'administration de cette ONG et on a aussi tenu la présidence pendant 2 ans, entre 2004 et 2006. Maintenant, pour venir à l'hôpital, la description donnée par Karine Delanoë-Vieux dans la revue Horizon Public correspond vraiment à cette expérience, entre guillemets, d'espoir de voir restaurer son intégrité physique et psychique et la crainte de n'être plus jamais le même. Surtout lorsqu'on est hospitalisé contre son gré. En parlant de ce thème avec les membres du conseil d'administration d'Advocacy France, tous estimaient que tout l'hôpital devrait être apaisant, ce qui nécessiterait un vrai changement de culture. Moi-même, hospitalisé pour une opération chirurgicale et voulant partir au plus vite car impossible de se reposer, le médecin m'avait dit directement qu'on ne vient pas à l'hôpital pour se reposer, madame. Bon. Ce qui m'a assez choqué. Et nous connaissons les extrêmes des particularités de l'hôpital psychiatrique aujourd'hui avec des pratiques d'isolement, de contention, de la camisole chimique ou le port du pyjama pour éviter les fugues. L'ennui avec le peu d'activités ou des activités ne correspondant pas aux envies et intérêts ou même aux capacités des patients et qui débordent sur les services offerts par les hôpitaux de jour, souvent plutôt occupationnels que thérapeutiques. Ce témoignage de l'un de nos adhérents décrit bien son expérience. Avec aujourd'hui environ 95 000 personnes hospitalisées en psychiatrie de force, il y a un problème. Nous disons que si les soins prodigués étaient non seulement efficaces, mais correspondaient à la volonté et les préférences des personnes, la contrainte ne serait pas nécessaire. Cet état de choses est reconnu aujourd'hui par l'ONU et nos 3 associations trouvent appui dans leur travail et leurs objectifs grâce au droit international et notamment cette convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU que j'espère que vous connaissez, la CDPH de l'ONU, qui appelle à un changement de paradigme. Donc c'est forcément par ce biais que je voulais introduire les choses. J'ai quelques slides avec ce qui pour moi a été extrêmement révélateur et un soulagement énorme d'être compris. Donc l'objet, vous avez vu, de la convention, et le comité des droits des personnes handicapées de l'ONU qui veille à la convention, qui explique aux États partis, comme la France qui a signé cette convention en 2010 et qui vient d'ailleurs de subir l'examen du comité des droits de l'ONU l'année dernière, auquel Advocacy France a pu participer, dialoguer avec les membres du comité, et je n'ai jamais vu une écoute pareille par rapport à nos préoccupations et une compréhension. Donc, ce comité estime que les États partis doivent respecter la capacité juridique des personnes handicapées de prendre des décisions en tout temps, y compris dans les situations de crise. Ils doivent veiller à ce que des informations exactes et accessibles soient disponibles quant aux diverses options et à ce que des approches non médicales soient mises à disposition. Et ils doivent donner accès à un accompagnement indépendant. Donc, je vois bien que vous, avec là-bas, vous êtes un peu dans cette optique et on espère dans tous les pays que cette convention sera réellement mise en œuvre. Parce que cette convention va beaucoup plus loin et
J'espère, je peux vous donner mon intervention après avec une dernière page, j'ajouterai avec les références pour que vous puissiez consulter l'intégralité de ces documents extrêmement intéressants. Voici un rapport d'un pédopsychiatre lui-même, Dainius Purins de la Lituanie, quelqu'un d'absolument extraordinaire, qui nous explique que le déni de capacité juridique conduit souvent à la privation de liberté et à des interventions médicales forcées, ce qui soulève des questions non seulement à propos de l'interdiction de la détention arbitraire et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi concernant le droit à la santé. Le problème ne réside pas dans le diagnostic lui-même, mais dans les pratiques discriminatoires que subit la personne diagnostiquée, lesquelles peuvent causer plus de tort que le diagnostic lui-même. Les personnes concernées souffrent plus fréquemment des aspects discriminatoires et inappropriés des soins qui leur sont prodigués que des effets naturels des troubles de santé mentale qu'elles présentent. C'est dingue, c'est exactement mon cas. Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un au niveau de l'ONU reconnaît cela? Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces documents ou ce qu'on appelle la jurisprudence du comité, mais c'est extrêmement important aujourd'hui. Il y a aussi des lignes directrices pour l'article 14. L'article 14 concerne la liberté et la sécurité. Nous voilà carrément à Genève, à l'ONU, où on a pu plaidoyer auprès du comité. On a fait du crowdfunding, on a réussi à amener un petit groupe d'Advocacy France. On a fait un rapport parallèle au rapport de la France par rapport à sa mise en œuvre de cette convention, qui explique que la liberté de faire ses propres choix, tel qu'établi en tant que principe consacré à l'article 3 de la Convention, comprend le droit de prendre des risques et de se tromper sur une base égale aux autres. Le comité a précisé que les décisions concernant les traitements médicaux et psychiatriques doivent se faire avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée et respecter son autonomie, sa volonté et ses préférences. Un dernier slide pour expliquer comment le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'implique aussi dans cette question de santé mentale et droits de l'homme, et qui explique que de nombreuses pratiques observées dans les établissements de santé mentale constituent une violation de la Convention, le traitement forcé et d'autres pratiques préjudiciables telles que la mise à l'isolement, la stérilisation forcée, l'utilisation de moyens de contention, la médication forcée, la surmédication, constituent non seulement une violation du droit au consentement libre et éclairé, mais aussi une forme de mauvais traitement, voire de torture. Et donc le comité exhorte les États de mettre fin à ce genre de traitement non consenti et d'adopter des mesures visant à ce que les services de santé, y compris les services de santé mentale, appliquent ces principes. Maintenant, nous sommes en faveur de tout ce qui peut réduire et enfin abolir la contrainte en psychiatrie. Tout ce qui peut aller dans ce sens de soins librement consentis et correspondant à la volonté et préférence des personnes doit être encouragé, étudié et développé avec la pleine participation des personnes directement concernées à tous les stades. Et c'est très intéressant de voir que ces idées que vous avez viennent du monde culturel et que nos recherches culturelles puissent avoir lieu à l'hôpital pour faire évoluer la culture hospitalière au travail vers plus d'humanité, je cite, suscitant par ailleurs plus d'intérêt et de respect. C'est évidemment aussi vrai pour tous les établissements appelés à changer de paradigme. Nous sommes conscients du fait que les mauvaises pratiques sont aussi contre la volonté des soignants, et pas forcément de leur faute, même si une culture s'installe et nous constatons des départs et des mutations vers des services plus respectueux des droits des patients pour cette raison. De notre côté, et je vous présente quelques alternatives que vous connaissez peut-être, ou certainement, j'espère, pour mettre fin à la contrainte, mettre fin à la culpabilisation des personnes ayant fait des tentatives de suicide, notamment avec des visites interdites, et non pas selon leur choix, ce qu'on voit très très souvent, à l'infantilisation et le déséquilibre de pouvoir en psychiatrie, à la domination invisible dont vous parlez dans vos rapports, qui pèse sur la relation de l'accueil et que vos participants usagers dans vos recherches ont noté.
D'ailleurs, les usagers ont souvent envie de dire « à l'aide, on essaie de m'aider ». Et une des pires choses lorsqu'on est hospitalisé sans consentement est d'entendre « calmez-vous, madame ». Il y a de quoi s'affoler et de protester et ont perdu sa liberté et avec certaines pratiques censées constituer des soins. Il est aussi intéressant de constater qu'une relation de qualité avec les agents chargés de l'accueil était le principal déterminant d'un bon accueil pour vos participants. Car lorsqu'on est hospitalisé, garder le contact est estimé très important par les membres de nos associations, que ce soit avec la famille, les amis, un conseiller spirituel ou en tout cas avec une personne bienveillante. En même temps, si la personne ne souhaite pas de contact, ceci aussi doit être respecté. Dans ce contact et cet accueil, le langage utilisé a aussi toute son importance. Il est difficile, par exemple, pour moi, de faire partie de la sous-commission des droits des malades ou d'être membre d'une association de malades, selon l'INSERM, ou d'entendre parler de déficience et de troubles. Un autre aspect hyper important pour nos membres et pour moi-même est le sentiment de sécurité. De se sentir en sécurité dans sa propre chambre, ce qui n'est très souvent pas le cas en psychiatrie. Faut-il une autre pièce pour se sentir en sécurité? Est-ce que 4 murs est la solution au lieu des 4 murs qui n'étaient pas la solution? Et encore, si la dynamique du service est incertaine par rapport à ce qui peut vous arriver en sortant d'une chambre d'apaisement, c'est une source d'angoisse. Pour moi, en arrivant à l'hôpital, le seul lieu semblable dans mon esprit et qui me venait à l'esprit, c'était la prison. Ce qui peut apaiser les uns n'apaisera pas forcément les autres aussi. Aux Pays-Bas, les jeunes disposent à l'hôpital psychiatrique et dans les établissements de salles pour jouer aux jeux vidéo, écouter la musique ensemble et danser. Effectivement, travailler sur le sentiment de perte de repère, qui est un facteur de grande anxiété, effectivement, que vous souhaiteriez aller solutionner est très important. Mais si souvent l'incertitude vient d'un manque de réponse, quand passera le psychiatre? Les patients attendent souvent dans l'incertitude et l'espoir pendant des heures et souvent pour recevoir peu de réponses et peu de temps. Depuis une dizaine d'années, dans d'autres pays européens, les expériences avec des salles de repos, d'apaisement, de confort, de time-out, pour se retirer avec des pods ou alcôves, de la musique ou des lumières, sont expérimentées. Les membres de l'INUSP qui ont connu ces dispositifs les ont appréciés pour s'échapper de la réalité. Dans certains pays, les associations d'usagers ou d'autres associations vont meubler et décorer ces espaces avec tout ce qui ne ressemble pas à l'hôpital, ils m'ont dit, afin d'y échapper. Par contre, il est clair que la participation ou l'utilisation de ces dispositifs doit toujours être volontaire et les préférences des personnes respectées, qui peuvent voir, par exemple, avec des casques, la possibilité d'un lavage de cerveau par perception subliminale ou je ne sais pas quoi. Parmi les suggestions que j'ai reçues sur l'accueil, la nourriture représente aussi un aspect important, digne d'amélioration. Cela peut aussi apaiser des personnes de faire la cuisine. Et ce qui n'est pas toujours possible avec la réglementation, notamment dans les établissements. Certains hôpitaux psychiatriques en Europe ont expérimenté un food restyle qui ressemble à un magasin qu'on trouverait à la gare où les patients peuvent choisir leur repas et ont une carte prépayée par l'établissement qui est débitée. Dans ces lieux, il y a souvent un coin boutique avec des vêtements d'occasion, petit prix ou gratuits, ou alors des concerts peuvent y avoir lieu. Ce sont des choses très intéressantes. Et aussi des équivalents ESAT qui sont mis parfois en place dans les hôpitaux, parfois pour la cuisine. Et donc, votre initiative L'eau à la bouche ou le café mobile semble répondre à cet aspect et en plus à la française. Il était à espérer aussi qu'un Fab Lab pérenne peut voir le jour ici au GHU Paris. D'autres suggestions
au niveau de l'apaisement que j'ai reçu était de pouvoir faire du jardinage, y compris le temps d'un court séjour, d'avoir des visites d'animaux de compagnie, voir une petite ferme comme existe dans certains pays où les patients peuvent soigner les animaux. Alors, pour finir avec ce slide, je voulais quand même mentionner au passage le programme de l'OMS Quality Rights. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous savez que nous avons de la chance d'avoir le centre collaborateur de l'OMS à Lille ici, qui a beaucoup changé les choses quand même. Et donc, c'est tout un programme d'évaluation de la qualité des droits dans les établissements. C'est un programme qui n'a rien à voir avec l'accréditation. C'est un programme volontaire que les établissements peuvent entamer pour vérifier la conformité de leurs services avec la CDPH de l'ONU. Il y a des formations en ligne gratuites et je vous encourage vraiment de regarder ça. Les lignes directrices récemment sorties représentent pour l'OMS une révolution des mentalités. Et il y a tout un tas de guides disponibles sur les différents services qu'on peut mettre en place, des conseils, des listes de bonnes pratiques, des choses très intéressantes. Et nous attendons avec impatience l'année prochaine, donc, des lignes directrices de l'OMS sur la santé mentale, les droits humains et la législation. Un dernier mot sur la recherche, puisque je sais que ça vous intéresse, ça m'intéresse aussi beaucoup et j'ai eu la chance de participer dans des projets de recherche, notamment pour Catalina de Vandas, l'ancienne rapporteure spéciale des personnes handicapées de l'ONU, et la question de la privation de liberté en raison d'un handicap. Et la question de comment impliquer les personnes ayant une expérience vécue n'est pas évidente. Et il y a eu pas mal de choses écrites sur ce qu'on appelle l'arsenalisation de nos connaissances, la perversion, la cooptation de ces principes. Je fais du recovery, je fais de l'empowerment, je vais vous donner le pouvoir. Non, c'est pas comme ça que ça peut marcher. Et je tenais à citer David Webb, qui est un des premiers chercheurs survivants de la psychiatrie, qui est impliqué dans les MAD Studies, qui expliquait comment les données expérientielles essentielles de la conscience sont des données à la première personne, subjectives, invisibles et non mesurables, qui ne peuvent être réduites à des données à la troisième personne, sans perdre leurs propriétés les plus importantes, qui sont la valeur subjective et la signification d'une expérience pour ceux qui la vivent. Les méthodes réductrices et à la troisième personne de la science traditionnelle ne nous aideront tout simplement pas à comprendre, décrire et expliquer l'expérience vécue à la première personne, qui est la conscience. Et on accepte de plus en plus maintenant dans la recherche ce côté subjectif d'implication personnelle dans le sujet, et c'est extrêmement important et peut enrichir, je pense, la recherche. Et un dernier slide avec une illustration d'un collègue, Jules Mallius, qui est peut-être un rêve, si vous voulez, un rêve pour l'avenir, un tel musée. Parce que parfois, après une vingtaine d'années que je m'implique, quand je vois la situation, j'ai l'impression que les choses sont encore pires. Malgré la montée en puissance de nos associations de personnes concernées elles-mêmes, l'espoir d'émancipation, de reconnaissance des victimes, d'excuses pour la torture et des pratiques d'antan, le nothing about us without us, etc., on ne peut qu'espérer qu'à terme, comme beaucoup d'autres groupes de personnes opprimées, l'humanité se réveillera et que nos droits humains seront respectés. Et je vous remercie de faire partie de ces personnes concernées par ces questions. L'hôpital est pour nous tous et devrait être conçu par nous tous. Les dispositifs d'apaisement sont une bonne initiative, mais il faut voir bien plus largement, car ils ne peuvent résoudre le problème général plus grave, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Pour nous, c'est moins le design que le cadre et les enjeux inhérents à notre combat pour changer les pratiques de l'hôpital et le rôle que nous voulons jouer. C'est ce point de vue juridique et politique qui prime. Je vous remercie pour cette occasion de partager avec vous quelques réflexions, quelques informations et pour votre attention.